c'est parti. Donc je vous ai envoyé par email à l'instant, hein, vous l'avez vu, donc les notes telles que je les ai extraites de la plateforme Moodle. Donc en principe, il n'y a pas d'erreur qui devrait s'être introduite, mais vérifiez quand même parce que l'année dernière, j'ai eu pour des questions de je sais pas quoi d'ailleurs, c'est la plateforme qui gérait mal. J'ai parfois une étudiante, un étudiant qui a sauté de la liste, qui a disparu. Alors regardez bien si vous êtes dedans, si vous avez la bonne note. Pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va donc terminer juste les quelques dias qui manquaient pour la partie bioinformatique. Et puis après, je vais enchaîner avec la partie où on va aller un peu plus dans euh, l'étude donc tout d'abord dans une première partie, les arguments qui ont amené au concept de RNA World et ça nous amènera à étudier, à voir les familles historiquement les plus étudiées d'ARN non codants, les ARNT, les ARN ribosomiques, l'ARN-ASP, ce genre de choses. Et puis après, dans une deuxième partie, un peu plus tard dans le mois, on verra la partie plus moderne de toutes ces nouvelles classes d'ARN non codants et des techniques qui nous ont permis, enfin qui permettent de les mettre au point, enfin de les découvrir. Voilà. Alors, donc, n'hésitez pas à taper un message donc, dans le salon textuel cours magistral si vous avez des questions ou s'il y a des soucis. En principe, je suis prévenu par un petit son, donc ça devrait le faire. Alors, la dernière fois, on en était arrivé à le format Stockholm, on l'avait fait. Donc, juste histoire de faire la transition, je vous rappelle qu'on en était aux algorithmes, parce qu'il y a un lien direct avec ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, c'était les algorithmes d'approche comparative. Donc, l'idée de l'approche comparative, c'était de trouver des structures secondaires qui sont consensuelles. L'idée, c'est que si on a plusieurs séquences d'ARN qui font partie de la même famille moléculaire, et ça, on en a de plus en plus avec l'accumulation des génomes, et vous allez voir quel est notamment l'outil qui permet d'en trouver de plus en plus chaque fois qu'un nouveau génome est annoté, c'est ce qu'on va voir tout de suite là. Donc, le concept, c'est que on a des séquences qui sont variables en séquences, mais comme elles sont censées jouer le même rôle biologique, elles sont quand même censées avoir un cœur structural commun. Ça ne veut évidemment pas dire qu'elles sont identiques à 100%, puisque entre les organismes, il y a eu des évolutions, heureusement. Ça va de la simple mutation de paire de bases, la mutation ponctuelle, à des domaines entiers qui se sont rajoutés ou qui ont sauté. Voilà. Mais il y a quand même un cœur structural qui est, en principe, qui devrait être en commun. Vous allez voir qu'avec la RNAsP, on peut se retrouver parfois avec des choses un peu particulières où l'ARN a carrément disparu et c'est plus que la protéine qui fait le rôle. Mais à part ces cas très particuliers, dans la majorité des cas, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il y a un cœur commun sur lequel, après, se sont greffés au cours de l'évolution des altérations qui ont pu profiter ou pas à l'organisme pour mettre au point certaines potentialités. Donc partant de ce constat-là, ça veut dire que le but du jeu, c'est de retrouver ce cœur commun. Et ce cœur commun, on peut le mettre en évidence en regardant donc, ce qu'on appelle la conservation entre les paires de bases et la covariation entre les paires de bases. Donc, ce qu'on appelle une structure secondaire consensuelle, c'est donc la structure secondaire, c'est le plus petit en gros, si vous voulez, enfin le plus petit, on aimerait bien que ce soit le plus grand possible, c'est la structure secondaire dénominateur commun de toutes ces dans lesquelles peuvent se replier toutes ces séquences. À partir du moment où elles jouent le même rôle biologique. Alors, ça suppose donc de faire un alignement. À cet alignement est associé la description d'une structure. En général, c'est une structure secondaire, hein, parce que les algorithmes qui permettent de faire ça aujourd'hui, c'est assez compliqué. Dès que la taille des séquences augmente et que leur nombre augmente, les algorithmes commencent à devenir extrêmement gourmands. Et c'est une très grande limitation de cette approche, c'est que ça devient très rapidement trop gourmand pour les ordinateurs. Donc on peut pas en plus tenir compte de la structure tertiaire, parce que la structure tertiaire, ce serait rajouter encore de l'information dont devrait tenir compte l'algorithme, donc c'est encore plus compliqué.
Et puis on maîtrise moins les covariations au niveau de la structure tridimensionnelle. Donc très souvent c'est la structure secondaire, mais c'est déjà pas mal. Et donc il a fallu inventer ou adapter des formats de fichiers pour stocker le résultat. Parce que si déjà ces algorithmes, ça prend du temps de faire ces calculs, de trouver la structure secondaire consensuelle d'une série de séquences, eh bien hop, tais-toi toi Siri, ils sont toujours obligés de parler celui-là. Eh bien, pour s'éviter de devoir recalculer systématiquement les choses, bah, il faut à un moment donné pouvoir les stocker. Et vous allez voir aussi l'avantage, c'est que de stocker, c'est que ça permet, qui dit fichier, dit aussi diffusion de ces fichiers. C'est-à-dire que il y a, pour certaines familles moléculaires, vous pouvez ponctuellement faire un petit alignement pour vous, mais si vous voulez rapidement avoir l'alignement avec la structure secondaire consensuelle d'une famille qui a 2000 séquences, vous n'avez pas forcément les ressources informatiques pour le faire. Vous n'avez pas non plus le savoir pour bien paramétrer les choses. Et en fait, il y a une grande banque de données dans le monde qui s'appelle Airfam, qui le fait très bien. Et donc elle le fait, c'est-à-dire que comme toute banque de données, régulièrement, elle relance une période de gros calculs, elle met sa base de données à jour. Donc elle calcule pendant des mois et des mois sur sa grille, sur sa ferme. Et après, elle met la base de données à jour et toute la communauté scientifique peut venir se fournir en récupérant les données justement dans le format. Donc il fallait un format. Tout ça pour dire qu'il fallait un format. Je vous avais dit, il y a soit l'adaptation d'un format, c'est celui de ClustalW, ou un peu comme le format FASTA qui est devenu Vienna. Là, on ne lui a pas donné d'autres noms pour ClustalW. Vous avez le format ClustalW qui est ici tout à fait classique, par bloc, comme ça, où vous avez vos séquences alignées avec les gaps là, qui représentent ce qui a été perdu dans un organisme par rapport à un autre. Et après a été rajouté tout simplement la description de la structure secondaire sous sa forme qu'on appelle donc la bracket notation ou la notation de dot bracket. C'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut pouvoir stocker. Et du coup, il y a un nouveau format qui a été inventé spécialement pour ça, comme d'autres formats ont été inventés spécialement pour l'ARN, parce que l'ARN a des particularités. Il faut donc des formats dédiés, qui permettent de capturer ces particularités. Et ça a été appelé le format Stockholm. Voilà, je regarde juste. Ça va. Alors ce format Stockholm, je ne vais pas trop le détailler comme ça, je vous ai mis une petite en tête. Si ça vous intéresse, vous allez voir la base de données qui vraiment qui exploite ce format. En fait, elle utilise même l'algorithme qui s'appelle Infernal, qui génère les données qui sont stockées après sous ce format-là. C'est la banque Airfam. Alors, donc cette d'approche comparative, elle est utilisée avec succès pour annoter les génomes. Alors, il existe différentes manières d'annoter les génomes. On a, je crois que je sais pas si, voilà, c'est ce que je dis ici. Il y a deux manières de faire. C'est-à-dire, vous pouvez annoter un génome. Donc, vous avez un nouveau génome qui arrive dans les bases de données, qui a été séquencé par un laboratoire. Et maintenant, dans les processus d'annotation, il y a les trucs classiques, c'est-à-dire on cherche les ARN codants, c'est-à-dire les ORF. Et puis maintenant, en routine, il y a aussi des ARN qu'on cherche. Alors, il y a par exemple les ARNT qu'on cherche de manière assez systématique grâce à un outil qui s'appelle ARNT Scan SE, tRNA Scan SE. On cherche l'ARN-ASP, on cherche les ARN ribosomiques, etc., etc. Et en fait, il y a deux manières d'annoter un génome. On peut le faire par homologie ou on peut le faire de novo. Alors, par homologie, ça veut dire que vous savez exactement ce que vous cherchez. Vous utilisez la famille de la RNAsP pour aller trouver de nouvelles RNAsP dans le nouveau génome annoté. D'accord ? Donc, en fait, vous capturez les particularités structurales d'une RNAsP pour scanner un génome et pour dire, tiens, mais cette séquence, elle peut se replier suivant le minimum nécessaire et suffisant pour être une RNAsP. Voilà. Et après, il y a l'approche de novo. Alors, l'approche de novo, elle est très intéressante parce qu'en fait, on y va sans a priori. C'est-à-dire qu'on veut juste chercher des ARN.
mais on ne sait pas du tout à l'avance. On retombera sans doute sur des ARN qu'on connaissait, mais on tombera aussi sur d'autres ARN sans doute inconnus, et ça c'est très intéressant. Alors elle est très intéressante dans cette potentialité-là, mais elle est aussi extrêmement difficile, parce qu'on peut trouver énormément de faux positifs, parce que finalement, c'est quoi le critère pour dire qu'on a un gène qui code pour un ARN? Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit potentiellement n'importe quelle séquence, même une séquence générée aléatoirement qui n'existe pas, donne une structure secondaire qui est plausible. Donc quel va être le critère si on cherche des endroits dans le génome qui peuvent donner des ARN structurés, potentiellement n'importe quel endroit dans le génome. Donc il faut rajouter par-dessus des critères pour éliminer le maximum de faux positifs et avoir le maximum de candidats qui peuvent avoir un sens biologiquement et qui vaut la peine d'investir, dans lesquels il vaut la peine d'investir en laboratoire. Alors vous verrez, il y a à un moment donné, quand je parle des micro-ARN, où les gens étaient très intéressés à une certaine époque de chercher tous les endroits qui pouvaient donner des micro-ARN, donc chercher les précurseurs des micro-ARN. Il y a des pipelines comme ça qui ont été faits. Sachant qu'un précurseur de micro-ARN, c'est une petite structure d'ARN, donc potentiellement on peut trouver ça partout. Un endroit où il y a des tiges-boucles qui se font, et donc il a fallu énormément rajouter des systèmes de scoring pour dire, bah voilà, il y a tant de probabilités que ce soit vraiment un endroit du génome qui produit des micro-ARN, etc. Donc par homologie et de novo, c'est vraiment les deux manières de rechercher. Et là, je m'intéresse plus particulièrement à celle par homologie. Pour ça, on utilise. Alors, on peut le faire soi-même. C'est des choses que moi, par exemple, j'avais réalisées à l'époque au laboratoire. Vous pouvez tout récupérer vous-même. Il y a quand même 3000 familles à scanner. Il y a des familles qui ont énormément de membres, donc ça veut dire que ça prend plus de temps pour certaines familles de scanner tout un génome que pour d'autres, parce qu'il y a plus de contraintes à checker. Donc il faut vraiment, si vous voulez analyser tout un génome sur les 3000 familles, il faut vraiment une grille de calcul. Bon, à l'Université de Strasbourg, par exemple, c'est des choses auxquelles vous pouvez avoir accès. Si vous savez construire vous-même l'infrastructure, la puissance de calcul vous est fournie par l'université. Voilà. Donc c'est le couple Airfam et Infernal. Airfam, c'est la base de données, donc c'est celle qui vous donne les données. En l'occurrence, les alignements, les 3016 alignements qui vont vous permettre de chercher de nouveaux membres pour chacune de ces 3016 familles. Donc je vais vous expliquer très simplement et très rapidement comment ça se passe. Et Infernal, c'est l'algorithme, en fait, c'est le nom de l'algorithme qui va prendre chacune de ces familles dans le but de scanner le génome et de recruter potentiellement de nouveaux membres de ces familles-là. Voilà. Alors Airfam a été appelé comme ça parce que c'est RNA Families, et en fait c'est une base de données qui s'est construite par la suite de PFAM. PFAM, vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est Protein Families. Donc l'idée est exactement la même, c'est-à-dire vous avez pour chaque famille des alignements de très bonne qualité qui ont été corrigés par des experts, qui fournissent un espèce de ce qu'on appelle un profil statistique dont va se servir un outil, ici c'est Infernal, pour aller scanner un génome et pour obtenir une certaine probabilité qu'à un certain endroit du génome, il y a potentiellement un nouveau membre de cette famille parce qu'il respecte toutes les contraintes de cette famille qui sont décrites qui sont déduites de cet alignement corrigé et validé par des experts. Alors, c'est une ressource qui est très intéressante, Airfam, parce qu'en même temps, c'est une ressource qui permet d'avoir un petit peu l'état de l'art de toutes les familles d'ARN non codants qu'on connaît. Donc, ils sont très à jour. Si une nouvelle famille est connue, en général, et qui est publiée. Très souvent, cette famille est publiée avec un alignement des quelques espèces qu'on connaît, et cet alignement va servir de graine pour cette base de données. Ils vont rajouter une nouvelle famille, et ça va être un nouveau scan qui est à la prochaine itération de la banque. Il y a une recherche automatique qui va être faite pour essayer de trouver de nouveaux membres automatiquement pour cette famille. Alors comment ça se passe ? Eh bien, on a donc ces alignements. Donc ce sont des fichiers qui sont décrits dans ce format que j'appelle Stockholm ici. Et pour chaque famille, vous avez deux alignements en fait. Ils vous sont fournis deux alignements. Quand vous allez sur la page web de Airfam,
vous verrez que pour chaque famille, vous avez deux types d'alignements. Vous avez les alignements qu'on appelle seed, l'alignement seed, donc c'est l'alignement graine, et l'alignement full, l'alignement complet. C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, l'alignement seed, c'est l'alignement qui est de confiance, qui est corrigé, qui généralement est issu de la littérature, donc qui a été produit par des experts, énormément corrigé, pas fait de manière automatique, voilà. Et c'est un algorithme, de par sa confiance, il va servir à générer un profil, des paramètres qui vont permettre d'aller chercher automatiquement dans les génomes de nouveaux membres de cette famille qui n'ont pas encore été trouvés, qui ne sont pas présents dans la base de données. L'alignement full, on va y revenir tout de suite, hein, je ne le dis pas tout de suite, mais on va voir, c'est un rebouclage qui se fait, vous allez voir. Alors cet alignement seed, il y a un algorithme, alors c'est un peu plus qu'un algorithme, c'est un petit package, c'est plusieurs outils, on peut faire plusieurs choses avec. Et une des choses que peut faire l'outil Infernal, c'est que vous lui donnez au format Stockholm un alignement seed. Vous pouvez même faire le vote si vous voulez. Imaginez, vous avez une famille d'ARN, vous ne voulez pas la diffuser, vous l'avez trouvée, vous faites ça en ninja dans votre labo, c'est pas encore publié, mais vous voulez utiliser Infernal pour aller scanner dans les génomes pour voir s'il y en a d'autres, ben, c'est pas un problème. Vous pouvez faire votre propre petit alignement seed au format Stockholm. Vous demandez à Infernal d'en produire ce qu'on appelle un profil statistique. Il a besoin de faire ça parce que c'est la manière dont l'algorithme fonctionne. Pour ceux que ça intéresse, qui sont un petit peu versés dans tous ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle les modèles de Markov et ce genre de trucs. C'est très algorithmique. C'est des recherches de mots dans des mots. Bon, ben voilà. Parce que finalement, tout ça, c'est rechercher des mots dans des mots, hein, rechercher des gènes dans des génomes, des mots dans des textes. Et donc ce profil statistique va servir à Infernal et il va aller dans une base de données génomique. Alors Infernal utilise le NCBI, le MBL, je crois qu'il l'utilise en tant qu'outil européen. Il utilise préférentiellement le MBL. Donc les génomes dans lesquels il l'a trouvé ont des identifiants EMBL, je crois. Je ne suis pas sûr à 100%. Je ne suis pas versé totalement, je ne suis pas dans leur confidence. Mais en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais je pense qu'ils utilisent la banque EMBL. Elle est beaucoup plus locale pour eux que l'autre banque américaine NCBI. Et cet algorithme donc, va scanner ces génomes. Et il va produire donc il va trouver potentiellement des endroits du génome, des fenêtres, qui correspondent à des morceaux de séquences génomiques qui, avec un certain score, auraient la possibilité de se replier de la manière dont se replient les séquences qui viennent de l'alignement seed. Alors comme toujours, hein, c'est des algos qui se configurent, il y a des malus, des bonus, il y a des cut-offs, donc c'est pas ça, c'est des trucs assez techniques. Derrière, il faut aussi avoir un petit peu de l'habitude, il faut paramétrer en fonction des outils. Est-ce qu'on autorise plus de possibilités de gap ou moins de possibilités de gap, hein, si vous connaissez un petit peu les outils comme Blast, tous ces trucs, c'est un peu la même logique, mais adapté quand même aux particularités de l'ARN structuré. Donc ça donne des candidats. Et ces candidats, après, Infernal va vous les réaligner. Donc il va étendre l'alignement seed pour donner ce qu'on appelle un alignement full. Donc l'alignement seed, il est conservé en tant que tel, parce qu'il ne faut surtout pas le perdre, hein, il ne faut pas y toucher, il ne faut pas qu'il soit trituré de manière automatique par un algo, sinon on va perdre cette qualité d'alignement qui est corrigé par des experts. Non, en fait, cet alignement, il sert à produire un alignement full dans lequel Infernal va réaligner les nouveaux ARN non codants pour essayer de les aligner au mieux pour que ça c'est comme on dit, pour que ça se thread, pour que ça s'enfile, pour que la séquence s'enfile dans la structure pour la respecter au maximum. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, cet alignement full, il a l'avantage d'avoir beaucoup plus évidemment d'organismes représentés que l'alignement seed, puisque
à moins que l'algorithme ne trouve rien dans une certaine espèce, tous les génomes séquencés sont scannés, et s'il trouve au moins un représentant, eh bien, l'organisme présente un orthologue dans cet alignement. Au lieu que dans l'alignement CID, ce ne sont que quelques espèces, puisque ça a été fait par les experts. Donc ils n'ont pas cette capacité de travail et cette puissance qu'a un algorithme. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est un alignement qui est de moins bonne qualité, parce qu'il a été généré de manière automatique par un algorithme. Donc il y a cet équilibre. Donc quand on est un expérimentaliste et qu'on ne sait pas faire ce genre de choses, ou qu'on n'a pas la puissance de calcul de RFAM, eh bien si on est intéressé par un certain ARN non codant, dans un certain organisme, eh bien on va dans la famille en question et on va chercher on va regarder si on trouve son organisme et s'il y a des ARN non codants, enfin des orthologues potentiels. Et ce qu'il faudrait, c'est regarder un petit peu la qualité de l'alignement. Est-ce que c'est quelque chose qui était un petit peu... il y a des chances que ce soit un faux positif, parce qu'on était à la limite du cut-off, est-ce que le truc n'a pas été un petit peu poussé, donc voilà. Mais ça peut donner des pistes, ça peut être éventuellement un vrai positif, mais qui a été mal aligné par l'algorithme, etc., etc. Mais en tout cas, c'est une première piste de travail. Un truc aussi qui est intéressant, c'est que l'absence est aussi intéressante, parce que si un génome si le génome existe pour votre organisme et que Infernal n'est pas capable de trouver un orthologue pour une certaine famille d'ARN, ou pourtant on sait que l'organisme ne peut pas vivre sans ça, il y a plusieurs hypothèses. Très souvent, il faut regarder la qualité de séquençage du génome, parce qu'il y a des génomes qui ont des qualités de séquençage qui ne sont pas excellentes, c'est une première itération de séquençage, elle va s'améliorer. Donc on n'a pas forcément le génome complet, on a des zones qui sont floutées. Donc c'est peut-être là qu'il y a votre orthologue, et Infernal n'a pas encore la possibilité d'avoir accès à ces séquences. Ou alors, effectivement, tout est dispo, mais et généralement, ça c'est très intéressant. Comme l'ARN, les structures d'ARN ont cette faculté, cette plasticité, et vous allez voir que dans la petite histoire que je vous raconterai sur l'ARN-ASP, c'est exactement ce qui s'est passé. L'ARN-ASP, on sait que jusqu'à preuve du contraire, elle est nécessaire à la vie d'un organisme. Et dans certaines levures, on ne la trouvait pas du tout, alors que c'est des levures très proches de Saccharomyces cerevisiae. Impossible de la trouver. Et donc il a fallu utiliser des techniques un peu plus capillotractées, un petit peu plus bas niveau, un petit peu plus quick and dirty, mais ça a permis de la trouver et de comprendre pourquoi on ne la trouvait pas, parce qu'en fait Infernal était totalement aveugle, parce qu'elle avait tellement évolué que Infernal, ça la rendait invisible à la manière dont Infernal recherchait les choses. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être aussi très intéressantes. L'absence d'un hit peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais pour savoir qu'il y a absence d'un hit, évidemment, il faut avoir une base de données comme ça. Alors voilà par exemple une capture que je vous ai faite de ce qu'on peut avoir. Donc toutes les familles sont classées suivant cet identifiant, RF, et après vous avez une série de chiffres, donc vous en avez plus de 3000 familles aujourd'hui. Vous avez ici donc l'intitulé des différentes familles, c'est assez sympa, le site a assez évolué de manière sympa, parce que maintenant il y a des petites vignettes qui vous montre un petit preview de la structure 2D de chacun de ces ARN. Donc si vous avez envie un jour un petit peu de vous entraîner à comprendre ce que vous verrez en rentrant là-dedans que vous allez retrouver de manière plus ou moins démultipliée. C'est un grand ARN, ce sera plus difficile. Vous retrouverez plusieurs fois les motifs qu'on a vus ensemble. Si c'est un petit, vous voyez par exemple sur celui-ci, c'est un riboswitch, on l'avait vu, mais on a une jonction quadruple, on a les boucles apicales au bout. Enfin, vous allez retrouver, quelles que soient les familles, vous allez voir que vous allez maintenant être capable de les disséquer au niveau structural, pardon. Vous avez ensuite pour chacune de ces familles la catégorie dans laquelle elle se trouve, et vous avez ici les statistiques. Alors vous voyez que l'alignement SID par exemple de ce SAM riboswitch
qui est le RiboSwitch que je vous ai montré en 3D dans le cours sur l'initiation à la structure, eh bien, il y avait 433 séquences dans l'alignement SID. Et au moment où j'ai fait la capture, dans cette release, alors je ne sais pas si c'était la dernière, je ne crois pas, il a trouvé 5593. Donc vous voyez que le ratio est extrêmement important. Là, on passe de 430 à 13 781. D'accord. Puis vous voyez, c'est assez rigolo parce que le nombre d'espèces peut être très très différent. Là, ça rassemble 2500 espèces. Là, on est sur 5174 espèces. Donc le nombre d'espèces n'est pas forcément représenté de la même manière. Après, il y a effectivement certaines catégories d'ARN qui sont plus présents dans certains embranchements que dans d'autres. Ça, c'est une première chose. Par exemple, les RiboSwitch, c'est quelque chose que vous trouverez que chez les unicellulaires. Donc bactéries et levures, par exemple, parce que ce sont des organismes qui sont au contact de leur milieu et ils ont besoin d'avoir des senseurs pour détecter la présence ou pas de certains composés, pour savoir s'ils ont besoin, eux, de les synthétiser ou pas. On reverra ce point quand je vous expliquerai, quand je vous rappellerai les RiboSwitch. Voilà. Il y a aussi parfois des ARN que l'on trouve moins dans certaines espèces parce qu'ils ont évolué différemment dans certaines espèces. Et à ce moment-là, effectivement, on a plus de mal à les trouver parce que lorsqu'on passe une branche, eh bien, il y a des particularités, enfin les contraintes que l'alignement donne ne sont pas représentatives d'une autre branche et donc l'algorithme est aveugle. Voilà, donc il faudrait pouvoir adapter et tout et tout. Donc, à côté, ce que vous avez aussi qui est intéressant, c'est que pour certaines de ces séquences, on a la structure 3D. Donc, par exemple, pour ce SAM RiboSwitch là, il y a pour un ou deux organismes, enfin, moi je vous ai montré une structure 3D. Donc, c'est intéressant ça parce que du coup, vous pouvez faire coller aux alignements, que ce soit le seed ou le full, vous pouvez faire coller, vous pouvez caler la structure dessus. Et donc ça c'est vachement intéressant parce qu'on peut voir comment ont évolué les séquences entre les organismes et dans quelle mesure ça respecte ou pas la structure 3D, enfin dans quelle mesure ça provoque ou pas des perturbations. Enfin on peut faire énormément d'analyses qu'on appelle la relation entre la structure et les séquences de ces ARN. Donc la structure 3D c'est très intéressant parce qu'étant donné que ces alignements ont quand même été faits sur la base de la structure secondaire, pour certaines familles, il y a des familles qui n'ont pas de structure, on n'a pas résolu de structure pour elles, mais il y en a qui ont une richesse plus ou moins importante en structure 3D. Et ça, c'est vachement intéressant de la part de Airfam d'avoir fait ce lien pour avoir cette relation structure et séquence. Ouais. Alors, ensuite, donc voilà, ça c'est pour Airfam. Maintenant, vous avez la notation de novo. Alors, en quoi ça consiste la notation de novo? Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est une façon de faire la notation de novo que j'ai essayé de vous résumer de certaines publications. Donc l'idée, je vous ai vraiment simplifié le truc au maximum. Mais pourquoi il y a cette approche-là que je vais vous montrer? C'est quoi l'intérêt? Parce que ce qu'on peut très bien faire, une des approches, c'est dire, ok, je prends un génome, je prends un algorithme qui fait du repliement, qui fait de la prédiction de structure, genre un M-fold ou un RNA-fold. Je prends une fenêtre de, allez, je sais pas moi, 300 nucléotides, et je me décale tous les 100 nucléotides, bam, et je scanne mon génome, et pour chaque fenêtre de 300 nucléotides, je fais une prédiction de la structure secondaire. Voilà. Et après, évidemment, ça, on va obtenir assez souvent des structures secondaires. Après, il y a des critères. Par exemple, il y a des gens qui utilisent le côté de structure secondaire robuste. C'est-à-dire que si on décale de 3 fois, on trouve toujours la même structure secondaire qui s'overlappe. Donc, c'est un critère pour dire, c'est qu'elle doit être vachement... elle a une certaine probabilité d'être plus vraie que les autres, etc. etc. Enfin, tout ça pour vous dire, il y a plein de manières de faire, mais il y a un gros souci, c'est que si vous le faites un petit peu comme ça, vous allez avoir énormément de faux positifs. Alors, une des approches... Et vous allez voir que c'est une approche qui a été couronnée de succès. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé. Mais c'est pas grave, la répétition, ça fait pas de mal. Oui, je crois que je vous en ai déjà parlé, effectivement. Donc c'est pas grave, là je suis en train de faire de la redite, mais bon, c'est pas grave. Donc l'idée, c'était de dire que, en fait, ils se servent
pour faire cette approche-là, ils se sont servis ils ont décidé d'aligner, de chercher une structure secondaire conservée au niveau des régions qui flanquent les orphes. Donc l'idée c'était de se reposer sur le fait qu'on sait bien trouver les orphes et les orthologues d'orphes. Donc entre différents organismes, vous avez ce qu'on appelle les COG, les Cluster of Orthologous Genes. Bon, donc pour une certaine protéine, on prend donc l'orphe des différents orthologues dans les différents organismes et on va prendre par exemple ce qu'il y a en 5', genre les 500 nucléotides qui sont en 5'. Et ce sont ces régions qu'on aligne. Donc l'idée, c'est de vraiment se dire que s'il y a là-dedans une structure secondaire d'ARN qui est conservée, eh ben, il y a de fortes chances qu'on la retrouve aussi ici, et donc on va, comment dirais-je, on va compenser, on va augmenter le ratio signal structural sur bruit, le bruit étant introduit par les mutations qu'il y a pu y avoir entre ces différentes espèces au cours de l'évolution, parce qu'elles sont séparées par des millions d'années. Donc en faisant ça, ils ont trouvé donc des signaux ARN non codants, enfin des signaux comme quoi il y aurait des structures secondaires conservées, et ça ce sont des publications de journaux qui ont utilisé cette approche, et c'est très intéressant, et c'est là maintenant je me souviens qu'on l'avait déjà un petit peu vu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont trouvé de nouveaux ARN, certains parmi les plus grands qu'on n'avait jamais trouvés dans des bactéries. Donc dans des génomes de bactéries qu'on a depuis des années dans les bases de données. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore des trésors à découvrir dans les bases de données. Énormément de données sont sous-exploitées parce qu'il y a une masse, parce qu'on ne sait pas forcément comment les découvrir ces choses-là. Il suffit en fait, les données sont là, mais il faut avoir la bonne approche. Et cette approche-là en est une, par exemple. Donc en faisant ça, ils ont trouvé le All RNA, donc le Ornate Large Extrémophilique, donc large parce qu'il est grand, c'est 110 nucléotides, ce qui est pas mal, hein, vous voyez sur ce diagramme-là, si vous faites le ratio entre... Donc eux, ils ont vu que c'était un ARN qu'ils appellent multibranché, donc le côté ornate. Donc là, vous avez le paramètre multi-step junction plus pseudonuts, donc ça donne le côté orné branché, et ça donne le côté taille, donc le olé se trouve ici, hein, donc ce qui est quand même, il est plus au-delà encore des introns de groupe 1, hein. Mais sinon, il y en a un autre qui a été trouvé, qui est encore plus fantastique, c'est le Gold, pour Giant, Ornate, Lake, et vous voyez qu'il se place ici, et en fait c'est le troisième plus grand ARN structuré qu'on a trouvé chez les bactéries, alors qu'il a toujours été là. Alors évidemment, si vous voulez faire de bonnes publications avec ça aujourd'hui, et si vous voulez convaincre votre auditoire que ça existe, il ne faut pas se contenter de l'approche bioinformatique, parce que la bioinformatique peut potentiellement vous trouver tout ce que vous avez envie. Donc évidemment, les gens qui ont fait ça, ils ont prouvé par des approches par exemple de Northern Blot, ils ont eu la chance, parce que parfois on trouve des signaux ARN, mais on n'arrive pas à les trouver, on n'arrive pas à prouver leur présence dans les cellules. Non pas parce que sans doute ils n'existent pas et que c'est des faux positifs trouvés par la bioinformatique, mais tout simplement parce qu'on ne connaît pas forcément les conditions dans lesquelles s'expriment ces ARN. Et peut-être même que ce sont des conditions qu'on ne peut pas reproduire en laboratoire. Donc c'est un peu la difficulté qu'il y a aujourd'hui avec toutes ces approches de New Generation Sequencing et de RNA-seq qu'on a, c'est que on a énormément de classes d'ARN potentielles, et pour beaucoup, on n'arrive pas forcément à trouver un rôle. Si on fait des knockouts, c'est-à-dire qu'on a prouvé par RNA-seq qu'effectivement il s'exprime, mais si on fait un knockout et que donc on empêche la cellule de produire cet ARN, ça n'a pas l'air de produire forcément un phénotype, c'est sans doute parce qu'on n'a pas les conditions dans lesquelles l'absence de production de cet ARN serait létale ou poserait un problème, etc. Il y a aussi des conditions, il y a des zones d'ARN par RNA-seq, il y a des zones génomiques où on ne voit pas de production d'ARN, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas mis la cellule dans des conditions qui lui permettent d'exprimer cet ARN-là, etc., etc. Donc dans ce cas-là, ils ont eu la chance en plus de trouver les bonnes conditions
qui ont permis de prouver que non seulement ces ARN étaient trouvés bioinformatiquement, mais la cellule, effectivement, les produit bien. Voilà. Donc c'était des études assez intéressantes, à partir du moment où vous aviez la bonne approche. Voilà, voilou. Alors maintenant, bon, donc ça m'a permis d'aborder un petit peu le côté base de données, mais du côté structure secondaire. Donc c'est des structures secondaires d'ARN. Hein, donc il n'y en a pas énormément des bases de données. RFAM est la plus représentative. Il y en a quelques autres, mais RFAM est vraiment la plus représentative et c'est vraiment celle qui est associée au processus d'annotation des génomes pour les ARN non codants. À côté de ça, vous avez évidemment, puisqu'il y a un aspect 3D, eh bien, il y a des bases de données de structure tridimensionnelle. Alors, il y a celle qu'on a vue ensemble l'année dernière en TP de structure des protéines et des acides nucléiques. Hein, c'est la banque PDB. Donc, c'est la Protein Data Bank. C'est une base de données, c'est la plus grande base de données de structure de macromolécules au monde. PDB, c'est aussi le nom du format. Ça s'appelle protéines parce que ça a démarré avec les protéines. Maintenant, les ARN, ça fait de nombreuses années que les conditions, en tout cas pour certaines familles d'ARN, sont bien au point et donc on a une très grande quantité de structures d'ARN, certaines extrêmement grandes, comme les grands ARN ribosomiques tels que celles de l'humain et d'autres eucaryotes. Donc vous allez sur cette banque de données, vous pouvez obtenir la structure tridimensionnelle de ces ARN. Alors il existe une banque sœur ou fille, comme on veut, de cette protéine databank, qui est la Nucleic Acid Database, qui est la NDB. Alors c'est une base de données qui a été créée suite au fait qu'il commençait à y avoir quand même beaucoup d'ARN dans la banque PDB, et qu'il y a certaines particularités qu'il était bon d'avoir dans une base de données dédiée à l'ARN qu'on ne pouvait peut-être pas trouver dans la PDB. Puis la PDB, il y a tellement de structures protéiques, ça noyait un petit peu l'aspect acide nucléique. Donc ils ont décidé de faire cette NDB, c'est le même... c'est la même, on va dire, ce sont des groupes qui travaillent ensemble, hein, c'est pas complètement un labo indépendant de la PDB, hein. Et c'est une sous-engeance de la PDB, si je puis dire, sous-groupe. Alors c'est malheureux, alors c'est un peu moins actif quand même que la PDB. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que lorsque vous voulez une certaine structure d'ARN, eh ben, vous pouvez l'avoir grâce à deux identifiants. Vous avez le PDB ID, donc qui vous permet de l'avoir sur la banque PDB, et elle est aussi associée à ce qu'on appelle un NDB ID, donc un Nucleic Acid Database ID, qui n'est pas le même. Donc dans les publications, très souvent vous avez les deux. Voilà. Alors si on regarde un petit peu, ça c'est par exemple le fichier PDB, exactement de la structure que vous avez là, donc ça c'est la 3D, et ça c'est donc c'est la structure cristallo du domaine P4-P6 d'un intron de groupe 1 de Tetrahymena thermophila. Ah, il y a une petite typo là. Donc vous voyez, son NDB-ID c'est UR0012 et son PDB-ID c'est 1HR2. Alors, donc là, je vous ai mis le strict minimum du contenu d'un fichier PDB. Il faut au moins qu'il y ait les lignes atomes. Donc c'est un fichier texte. Donc même si vous exploitez ça en majorité avec des logiciels de visualisation tridimensionnelle, c'est un fichier texte. L'avantage que ce soit un fichier texte, c'est du coup on peut faire de la fouille de données dessus, du data mining. Et vous allez voir que je vous fais un tout petit rappel de ce que j'ai pu montrer à certains en licence en EADB. Mais peut-être que ceux qui l'ont vu ont un petit peu oublié. Et ceux qui ne l'ont pas vu, du coup, ils auront l'intérêt. On peut, avec des outils très simples, faire de la fouille de données parce que c'est un format c'est un format qu'on appelle un format table. Donc vous avez chaque ligne est séparée par des séries d'espaces et donc vous avez le champ 1, le champ 2, le champ 3 et tout ça c'est très documenté. Sur le site de la PDB, vous savez exactement à la colonne près ce que vous êtes censé trouver. Le champ numéro d'un atome, à combien de colonnes il est autorisé, hein, parce qu'il y a
Il y a un nombre de colonnes précis pour mettre le premier mot, ensuite un nombre de colonnes précis pour mettre le numéro de l'atome, etc., etc. Donc vous avez ici le premier mot en gras qui annonce la nature de l'information que vous allez avoir. Donc il y a plein de mots, donc le minimum nécessaire et suffisant, c'est d'avoir des lignes qui décrivent des atomes. Après, vous avez le numéro de l'atome qui s'incrémente de 1 en 1. Après, vous avez le nom de l'atome. Après, vous avez le nom de la chaîne. Après, vous avez le nom du résidu. Excusez-moi. Vous avez d'abord le nom du résidu. Ça se voit d'ailleurs, puisque là, ça change. Hein. Là, vous avez décrit une G, une guanine, et là, vous avez une adénine. Hein. Là, on', sur le phosphate en 5', donc on démarre un nouveau résidu. Là, vous avez le nom de la chaîne. Donc, le nom de la chaîne, lui, ne change pas, mais il peut y avoir plusieurs chaînes décrites dans un fichier PDB. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, vous avez le numéro du résidu. Donc, vous voyez que le numéro de l'atome, lui, il s'incrémente forcément de 1 en 1, mais par contre, le numéro du résidu, lui, jusque là, c'est la G103, et puis après, vous avez l'adénine 104. Après, vous avez les coordonnées X, Y, Z. Donc, ça, c'est ce qui permet de produire l'image 3D. Et après, vous avez quelques informations comme les facteurs thermiques, l'occupancy et tout. Et on termine par un rappel de l'élément. Donc ça, c'était la O5', et donc c'est de l'oxygène, carbone, etc., etc. Voilà, ça c'est le format PDB juste pour ces lignes atomes. Alors, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez ouvrir ça avec un fichier, avec un logiciel comme des logiciels gratuits. Vous avez des PyMol par exemple qu'on utilise en TP, mais vous avez Chimera. Vous avez VMD aussi. Donc, Chimera est très utilisé chez les structuralistes, plus que PyMol. PyMol est très utilisé pour faire de jolies figures, des trucs comme ça, quoique Chimera aussi, il a du pauvret Chimera, donc vous pouvez vraiment faire des belles images avec des effets de lumière et tout et tout. Moi je vous recommande personnellement Chimera, il est vraiment, vraiment sympa, et il est gratuit, vous n'avez pas besoin de licence, vous allez là maintenant sur le site de Chimera, et vous le téléchargez, vous l'avez, il n'y a pas d'histoire de l'université qui doit vous acheter une licence, etc., etc. Et il y a des plugins, donc il y a des labos qui développent des plugins pour cet outil, donc c'est vachement, vachement intéressant. Après, vous pouvez si vous cherchez, je sais pas moi, toutes les tiges boucles ou tous les pseudonœuds qu'il pourrait y avoir dans une série d'un millier de fichiers PDB, eh ben, vous n'allez pas faire ça avec un logiciel où c'est l'utilisateur qui doit tout guider. Vous allez automatiser ça avec des outils de recherche textuelle. Donc ça, c'est une manière pour moi de vous rappeler ou, si c'est la première fois que vous en entendez parler, de vous montrer à quel point c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, faire cette fouille de données de manière automatisée. Ça suppose savoir utiliser ce qu'on appelle une ligne de commande. C'est absolument pas quelque chose qui doit être vu aujourd'hui comme extraterrestre du genre oh là là, moi l'informatique surtout pas, au secours. Non, un biologiste moléculaire, un chimiste doit savoir utiliser ce genre de choses aujourd'hui. Vous avez des tonnes de données qui s'accumulent, on ne peut pas les analyser. Aujourd'hui, pour un simple petit truc, vous avez des milliers d'images, des milliers de fichiers, des milliers de structures. C'est plus comme dans le temps, comme il y a 20 ans, on avait une ou deux pièces de données et on pouvait se prendre le temps de le faire. C'était gérable à l'échelle humaine, enfin au niveau de avec la rapidité humaine. Là, c'est impossible. La moindre chose que vous avez, tout se chiffre en milliers, en millions, que ce soit les photos, les vidéos, les musiques. Eh ben, c'est encore plus vrai en sciences. Donc, il faut vraiment être capable de demander à son ordinateur de faire les choses de manière automatique. Voilà. Donc il y a trois outils moi en EADB j'avais montré les trois outils de base, donc grep, sed et awk, il y en a d'autres, mais ce sont des outils qui comprennent d'entrée le format table. Donc c'est pas pour rien que ce format est très utilisé en bioinformatique. Il est très utilisé par exemple aussi pour la notation des génomes. Ça s'appelle les formats GFF. Donc ces formats tables sont complètement analysables très rapidement par ces outils-là. Et ces outils, leur particularité, c'est qu'ils comprennent ce qu'on appelle des expressions régulières. C'est-à-dire que vous pouvez leur donner, c'est une syntaxe qui permet non pas de décrire un mot très précis, mais une famille de mots. Parce que très souvent, en biologie, vous ne cherchez pas simplement un exemple tout simple. Si vous cherchez les purines,
eh ben, vous cherchez pas. Donc, vous devez être capable de dire que à telle colonne de votre fichier PDB, c'est pas exactement A ou exactement G, c'est A ou G que vous cherchez. Et cette capacité de dire où, eh ben, ça s'écrit entre crochets. Là, par exemple, cette écriture veut dire que je cherche dans un génome un G majuscule suivi d'un A ou d'un T entre 2 et 3 fois, suivi de 2G. Donc là, c'est un pattern, c'est la règle qui définit un ensemble de mots, c'est une combinatoire. Donc ça peut faire un nombre de combinaisons énorme, et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste de le décrire comme ça, et c'est l'ordinateur qui va s'amuser à générer tout, à tester toutes les combinaisons possibles. Là, c'est par exemple, vous cherchez le mot dans du texte RNA avec un R majuscule ou un R minuscule. Voilà. Là, vous cherchez des phrases qui démarrent. Le petit circonflexe veut dire, ça démarre par le mot le ou la, suivi de n'importe quel caractère. Le point veut dire n'importe quel caractère au moins une fois, suivi de catalyse, suivi de n'importe quel caractère au moins une fois jusqu'à la fin de la ligne. Donc en fait, ce que je viens de décrire ici, c'est que je cherche des phrases qui démarrent par le ou la, avec quelque part le mot catalyse. Voilà. Donc je peux faire de l'analyse textuelle. Là, je cherche des phrases où il y a les comportements cellulaires, mais les S sont optionnels. Donc ça veut dire qu'il va me chercher toutes les combos où ça peut être le compartiment cellulaire, mais la personne aurait fait des typos, donc elle aurait oublié des S ou pas, c'est pas grave, moi je laisse l'ordinateur se débrouiller, je lui dis ce que j'autorise pas, et lui il s'amuse à faire toute la combo. Donc la seule contrainte, c'est de comprendre ce langage, qui n'est pas très difficile, et si vous l'avez compris, vous pouvez faire énormément de choses. Voilà. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ça, c'est une adresse email. Voilà. Alors ça, c'est une adresse email dans sa version la plus light possible. Ça veut dire, en fait, c'est un mot qui comprend des caractères avant un arrobase et après un arrobase. Alors c'est sûr que si vous décrivez une adresse email comme ça, si vous êtes responsable d'un site web, eh ben, vous allez vous faire vite virer. Parce que quand des gens remplissent des formulaires avec des adresses email fake, eh ben, n'importe quelle adresse email fake va passer comme ça. Parce que si c'est ça le critère pour dire c'est une adresse email, bah, tout va passer. Au lieu que ça, par exemple, c'est exactement là, c'est quelque chose de beaucoup plus contraint. Le arrobase, il est là. Voilà. Ça, c'est ce qui est à gauche de l'adresse email, et ça, c'est ce qui est à droite de l'adresse email. Et encore là, je vous ai donné une version light parce que la vraie version, celle qui est la plus forte, celle qui aujourd'hui dans le monde est celle qui permet de valider toutes les adresses email qu'on connaît et de rejeter toutes les autres, bah en fait, elle fait 3 pages avec que des symboles comme ça. Voilà. Alors c'est un outil très puissant, ça s'appelle les expressions régulières. Les langages de programmation Python, Java, ils savent tous, ils comprennent ces écritures-là. Et des outils de base, comme grep par exemple, comprennent ça. Alors moi je vous montre par exemple une application très simple. Voilà, j'ai envie de savoir combien d'atomes, combien j'ai d'atomes dans ce fichier PDB. Donc j'ai pris exprès une structure un petit peu conséquente. Donc c'est la structure 60S de l'être humain. Donc vous avez... c'est séparé, c'est tellement gros aujourd'hui que c'est séparé en 2 PDB. Donc vous avez le PDB ID comme ça qui a cet identifiant, c'est les ARN, et celui-ci c'est les protéines. Voilà. Eh bien, si je fais un grep, donc je suis en train de dire, voilà, pour le petit truc, je demande à cet outil de ne laisser passer que les lignes qui démarrent par atome. Hein, parce que dans un fichier PDB, il y a plein de blabla. Donc je veux que les lignes qui démarrent par atome. Donc du coup, je n'aurai que les lignes avec atome. Et je ne vais pas m'amuser à les compter moi-même. Donc ce résultat-là, je le donne à un outil qui sait compter les lignes. Ça s'appelle word count. Et donc, en tapant juste ce petit truc-là, vous avez, c'est l'ordinateur qui fait tout, et vous avez ce chiffre qui tombe, 90 858. Vous faites la même chose avec l'autre fichier, et vous avez 60 570. Et si vous poulez les deux, c'est l'équivalent, vous avez, ces deux fichiers-là, c'est l'équivalent de 2500 pages d'un document Word police taille 12. Donc si là-dedans, vous avez envie de chercher des choses, bon courage. Rien que les ouvrir avec un fichier, avec un Word, ça va déjà planter votre Word, ou ça va vous occuper une quantité de mémoire folle. Alors que ces petits outils, en ligne de commande, c'est réglé en quelques secondes, et ça vous a quasiment pas occupé la mémoire. Donc c'est des choses très puissantes. Ça va, vous êtes toujours avec moi? C'est bon? Il y a encore des gens? Oui. Ouais, ça va, super, impeccable. Très bien. Bien, alors,
Donc maintenant, on a un autre outil qui est encore plus puissant, qui s'appelle Hawk. Hawk, c'est un outil totalement gratuit. Vous le trouvez sur toutes les plateformes. Vous avez une version pour Windows, vous en avez une nativement qui existe pour Linux, vous en avez pour macOS 10, vous le trouvez partout. Et c'est un outil qui est plus fort que grep encore, dans le sens où lui, vous lui donnez un format table, et automatiquement, sans que vous ayez rien besoin de lui dire, il sait que ça c'est le champ 1, ça c'est le champ 2, ça c'est le champ 3, ça c'est le champ 4, etc. Donc vous pouvez lui dire que vous voulez laisser passer que des lignes, ou dans le champ 4, il y aurait que ça et ça. Alors je vais vous montrer ce que ça donne, voilà. Alors évidemment, ces outils sont très puissants, mais ça suppose qu'il faut réussir à dire des choses un peu, comment dirais-je, un peu des choses que l'on exprimerait de manière compliquée dans son langage maternel, genre le champ numéro 1, bah, on ne va pas taper le champ numéro 1. Ce serait trop long à écrire, ça n'aurait aucun intérêt, ces outils ne seraient pas intéressants. Du coup, il faut que l'écriture soit concise. Alors ce qu'ont fait les gens qui ont conçu ces outils, c'est qu'ils ont décidé d'associer des choses compliquées, genre le champ numéro, eh bien, ils ont décidé de l'associer à un caractère qu'on appelle non alphanumérique. Tous ces caractères, dollars, toutes ces choses qui ne sont pas des lettres et des chiffres, eh bien, ils ont en fait un sens magique, un sens particulier pour ces outils. Par exemple, pour Hawk, le dollar, ça veut dire le champ numéro. Donc, quand vous tapez $1, il sait que vous dites le champ numéro 1, $2, le champ numéro 2, etc., etc. Donc, si vous faites ça, et que vous lisez... alors, comment on donne des ordres à Hawk? Ben, voilà comment ça se passe. Vous tapez Hawk, donc ça c'est pour appeler le programme. Entre guillemets, vous lui dites les lignes, enfin vous lui dites les lignes qui vous intéressent et l'action que vous voulez faire. Donc il y a ce couplage. Je sélectionne des lignes et je dis ce qu'il doit faire avec. Et après, il faut évidemment lui donner le nom du fichier sur lequel il va trouver ces lignes. Donc, voici un petit exemple. Combien d'adénines y a-t-il dans cette structure? Ok. Ben voilà comment ça se dit. Donc, ça c'est Hawk, ça c'est le fichier. Donc jusqu'à présent, on s'arrête à ça. Vous oubliez ce truc-là. Ça c'est le Hawk, ça c'est le fichier. Et entre ces guillemets, c'est l'ordre que je donne à Hawk. C'est le boulot que je lui demande de faire. Donc ça c'est la sélection. Qu'est-ce que dit cette sélection? Cette sélection dit, dans les lignes qui contiennent N1 espace A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, en fait, c'est les lignes N1 espace A, c'est des lignes où il y a l'atome N1 et après 4 espaces, il y a A. Et bien ça, je suis sûr que ce sont des adénines. D'accord? Donc, donc, je sélectionne l'atome N1 des adénines. Pourquoi je ne peux pas lui dire de sélectionner que les lignes où il y a des A sans me préoccuper du N1, ben pour deux soucis. Premièrement, si la chaîne s'appelle A, eh ben je suis bien embêté parce que toutes les lignes sont sélectionnées. Et si la chaîne ne s'appelle pas A et que je dis des lignes où il y a A majuscule, eh bien il va me sélectionner tous les atomes des adénines. Ce qui veut dire qu'on va surévaluer le nombre. On ne va pas compter le nombre d'adénines, mais on va compter le nombre d'atomes d'adénine. Donc du coup, je choisis un seul atome. Donc par exemple le N1. Donc le N1, 4 espaces A, ça veut dire s'il y a N1 ici et espace A ici. Donc il va laisser passer que ces lignes. Et je vais lui dire, pour ces lignes-là, tu m'imprimes le champ numéro 4. Donc 1, 2, 3, 4. Tac. Et après, je compte ces lignes. Alors, il y aurait une autre manière de le faire. Là, j'ai dû m'embêter à taper 4 espaces, mais ce que j'aurais pu faire, c'est dire N1 suivi de n'importe quel caractère au moins une fois jusqu'à avoir A. Et bien là, cette version ne donne pas le bon résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chose que je voulais vous souligner, c'est que les expressions régulières, par défaut, sont ce qu'on appelle greedy. C'est-à-dire qu'elles essayent de matcher au maximum ce qu'elles peuvent. Quand je lui dis n'importe quel caractère au moins une fois, il va essayer de matcher le plus de caractères possible. Or, si jamais ici, et c'est le cas, la chaîne s'appelle A, et ben le A qui va attraper ici, c'est pas le A des adénines qu'il pourrait trouver là, mais c'est le A de la chaîne. Donc en fait, il va être greedy, et c'est ce que je vous dis, comme la chaîne d'ARN s'appelle A, toutes les lignes avec l'atome N1 vont correspondre, et pas que celles avec les adénines.
Et il n'y a pas que des adénines qui ont du N. Ok? Voilà, alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'avec ces outils-là, on peut même faire du reformatage. Par exemple, voici un fichier PDB, et en faisant ça, j'arrive à en produire un format FASTA. J'arrive à produire ce truc-là. Je peux passer de ça à ça. Comment je fais ça? Eh bien, je vous laisserai. Bon, je crois que la majorité des gens ont. Je ne veux pas passer trop de temps parce que je voudrais avancer un petit peu, parce que je vois que ça me prend plus de temps que prévu finalement. Mais je vous laisserai regarder un petit peu ça. Mais si vous voulez, l'idée c'est de ne sortir que les lettres des résidus qui sont là. C'est ça dont j'ai besoin pour reconstituer la séquence. Mais encore une fois, il faut que je fasse attention, c'est que le fichier PDB, sa granularité, sa résolution est au niveau des atomes. Or, dans un fichier FASTA, sa résolution est au niveau des résidus. J'entends par là que dans un fichier PDB, vous avez plusieurs lignes pour le même résidu. Donc, il faut faire attention de ne sortir qu'une seule ligne par résidu pour extraire la lettre qui est ici. Donc, c'est la même astuce que tout à l'heure, c'est-à-dire on choisit un atome, un atome en particulier, et on dit par exemple ici qu'on ne veut que les lignes O1P de chaque résidu. Donc, ça veut dire que pour chaque résidu, on va avoir que la ligne O1P, et pour cette ligne O1P, on veut le champ numéro 4. Et le champ numéro 4, 1, 2, 3, 4, c'est le résidu. D'accord? Donc, pour chaque résidu, pour chaque paquet de lignes atomes d'un résidu dans le PDB, cette instruction ne va garder qu'une ligne, celle où il y a l'atome O1P, et extraire le champ numéro 4, ce qui va nous permettre de faire ça. Et là, il y a une petite colle. Non, je ne l'ai pas fait. Donc, hop. On va passer, j'ai pas voulu l'introduire là-dedans, sinon ça faisait trop. Ça, c'est par exemple ce que fait Hawk si on oublie les ARN et qu'on passe au GFF. Ce que je voulais vous montrer par là, c'est que si vous maîtrisez ces outils, vous pouvez passer d'un domaine de la bioinformatique à un autre. Vous pouvez passer de la structure des ARN à la notation des génomes. Tout simplement parce que la logique est la même. Là, c'est un fichier GFF. Cette fois, les champs n'indiquent pas du tout la même chose. Le champ qui est là, c'est le nom du génome avec le chromosome. Ici, vous avez la nature de la notation. Ici, vous avez le start. Ici, vous avez le stop. Ici, vous avez si la notation est sur le brin plus ou le brin moins. Ici, vous avez un couple d'attributs avec leur nom égale valeur quelque chose. C'est des petits rajouts supplémentaires qui n'ont pas trouvé des infos, qui ne trouvaient pas leur place ici. Si ça vous intéresse de savoir précisément ce que veut dire tout ça, il faut aller voir la description du format GFF sur n'importe quel site web de base de données génomique. Et donc la colle que je vous pose ici, c'est qu'est-ce que fait ce fichier? Qu'est-ce que fait cette commande? Là, celle-ci. Qu'est-ce que d'après vous fait cette commande? Donc je vous le laisse en suspens. Si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à me redemander au prochain cours ou essayez de voir entre vous si vous y arrivez. Ok. Pour clore ce chapitre sur la bioinformatique et sur les bases de données, je voulais attirer votre attention sur une toute nouvelle base de données. Enfin, toute nouvelle, ça fait quelques années, elle est assez récente par rapport aux autres, mais c'est en fait une base de données qui fédère toutes les autres bases de données. Ça s'appelle RNA Central. C'est une nouvelle innovation des gens qui ont fait RFAM. Hein, ils sont dans les mêmes. C'est aussi la banque EMBL qui fait tout ça. Donc c'est en Angleterre qui font ça. Parce que la partie bioinformatique de l'EMBL qui s'appelait EBI, elle est en Angleterre. Ils ont donc évidemment intégré RFAM, mais plein d'autres bases de données qui parlent de non-coding RNA, donc ça s'appelle RNA Central. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est que vous pouvez interroger cette base de données. Elle fédère toutes les autres bases de données, elle uniformise les choses entre elles, ce qui vous permet de faire des recoupements, plutôt que c'est à vous de devoir sauter de base en base et de faire des rapprochements entre « Ah tiens, quand cette base parle de ça, ça veut dire, ça correspond en fait à ça dans cette base de données-là, parce qu'ils n'ont pas la même logique. » Donc vous voyez ici, c'était un truc que j'ai récupéré à l'instant T, donc ça a sans doute évolué, mais vous voyez le nombre de bases qui sont fédérées
au sein de ce RNA central, donc ça représente quand même quelque chose de très important. Vous avez ici AirFam, qui est ici, vous avez des bases de données de micro-ARN, vous avez des bases de données qui sont spécifiques à certains organismes, comme par exemple les plantes, j'ai vu, vous avez les levures qui sont là, etc., etc. Ils ont fédéré Ensemble, il y a NCBI qui est là aussi, vous avez aussi les Protein Data Bank, donc la PDB qui est là, donc voilà, il y a énormément de choses, des souris, bon, les vers, donc évidemment beaucoup de choses liées aux ARN non codants de très grande taille qui sont trouvés chez les eucaryotes supérieurs. Voilà. Ça c'est par exemple une entrée que je vous ai montré, que je vous ai sorti, donc le RNA7SL qui intéresse pas mal de gens au niveau qui a des résultats, enfin, qui a des nouveaux, je vais réussir à trouver mes mots, qui a des nouvelles fonctions, donc on lui trouve de nouvelles fonctions en ce moment. Voilà, donc vous pouvez avoir sa structure 2D, la taxonomie, de quelle base de données, vous voyez là c'est comment sont fédérées les bases de données, vous voyez vous pouvez sauter sur les autres bases de données, où il est localisé au niveau des génomes, vous avez des vues 2D, des vues génomiques, etc., etc., c'est vachement intéressant. Et ce qui est très intéressant, enfin moi je suis particulièrement sensible à ça, c'est que vous pouvez interroger ces bases de données. Encore une fois, si vous avez fait EADB avec moi l'année dernière, ou il y a 2 ans si vous êtes un M2 chimie bio, vous vous rappelez peut-être que j'insistais énormément sur ce côté web service, c'est-à-dire le fait que c'est bien joli d'avoir tout ça dans un joli navigateur web où il n'y a qu'à cliquer, mais si vous voulez faire des recoupements de manière automatisée, ça va être difficile de faire des recoupements entre 100 ARN non codants, tout ça à la main. Donc ce qui serait cool, c'est de pouvoir interroger cette base de données, récupérer, faire des recoupements programmatiquement. Et évidemment, cette base de données qui est très récente adhère totalement à cette philosophie en développant ce qu'on appelle des accès programmatiques à cette base de données. Donc c'est des adresses spéciales qui, lorsque vous les tapez, ne vous permettent pas d'aboutir à une jolie page web bien sexy pour plaire à un être humain, mais vous donnent les données brutes dans un format particulier, en général des formats tout à fait standardisés comme JSON, XML ou que sais-je, et qui vous permet donc de récupérer. Donc par exemple, là je vous donne un exemple, si je vais dans la documentation de RNA Central, il faut lire la documentation, comme toujours, si je tape ça dans mon navigateur, en fait je vais télécharger cette pièce d'info. Et plutôt que de la taper dans mon navigateur, ce qui est plus cool, c'est de taper ça avec des outils dans une ligne de commande. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ces données, plutôt que de bêtement les télécharger dans un fichier et d'aller dans mon répertoire téléchargement pour l'ouvrir, je les donne directement à un autre outil qui sera capable de les analyser, parce que c'est du texte. Voilà. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le format JSON. Donc ce format JSON, c'est un format arbre, dont on a déjà parlé, qui est plus compact que le format XML. C'est le format qui a été rendu populaire par toute l'infrastructure mise en place par Google. Tous les web services ont développé ce format JSON. Ça vient du monde JavaScript, si vraiment vous voulez savoir d'où ça vient. Et vous voyez que c'est un ensemble. Alors là, on ne voit pas trop le côté arborescent, parce que j'ai fait simple, mais vous voyez, c'est un ensemble de clés égale valeur. Donc l'URL, c'était ça. La séquence de ce que vous avez demandé, c'est ça. Sa longueur, c'est ça. Si vous voulez retomber sur la page d'origine, c'est ça. Et puis après, si vous voulez chercher des choses un peu plus fouillées, où on aurait des structures, et vous auriez la description de la structure, avec, ça c'est les hélices, à l'intérieur de ces hélices, il y a ces paires de bases, etc. Et là, du coup, le format arbre est tout à fait adapté, puisqu'une structure secondaire est un arbre. Voilà. Et voilà, là par exemple, vous voyez, je vous ai fait une petite capture du genre d'interrogation qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez demander des formats totalement différents. Donc vous voyez, tout ça, ça se tape dans une adresse. En fait, je me permets de vous rappeler ça parce que c'est vraiment extrêmement important et c'est vraiment comme ça que les choses se font aujourd'hui et vous devez avoir connaissance de ça.
donc s'il y a des gens qui n'ont pas fait EADB, et c'est pas parce que je veux faire particulièrement la pub pour EADB, mais il se trouve que EADB c'est une des rares UE, c'est pour ça que je l'ai mis au point, qui vous parle et vous sensibilise à ça, et ce serait inadmissible que vous ne soyez pas sensible à ça aujourd'hui, parce que c'est comme ça que tout fonctionne en termes de données, rapatriement de données. L'adresse web dont vous ne vous intéressez plus trop, bah c'est une ligne de commande en fait, et c'est un ordre qu'on donne à un ordinateur à travers Internet. Et il y a le NCBI, par exemple, a énormément développé ça s'appelle les entrées utilities. Il y a des pages de documentation pour vous apprendre à écrire une adresse dans le but d'interroger leur base de données. Donc avec un petit ordinateur de base dans un coffee shop qui a de l'internet, vous pouvez récupérer des données avec aucun prérequis, si ce n'est juste une ligne de commande, et vous allez interroger des bases de données derrière laquelle il y a des ordinateurs qui coûtent un fric fou, avec derrière il y a du staff qui doit maintenir tout ça, et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est comprendre comment taper l'adresse. Donc là, vous voyez, les adresses de RNA centrale, elles s'écrivent comme ça. Donc pour la même pièce alors là, il y en a une, et là, il y en a deux, hein. Donc ça c'est deux entrées différentes et je peux demander des formats JSON, FASTA, YAML. YAML c'est Yet Another Markup Language, c'est très populaire aussi. BED, GFF, donc BED c'est un format d'annotation génomique. GFF c'est les Genomic Features en version 1 ou en version 3. Après là vous voyez comment vous pouvez faire des interrogations. Ça c'est en fait, je sais déjà que c'est ça que je veux comme ARN. Et je veux récupérer tout ce que la banque a sur cet ARN dans des formats, je vais prendre le format qui m'arrange le mieux, hein. Supposons que je sais très bien fouiller dans du JSON, eh ben, je vais demander du JSON. Supposons que ce soit que la séquence qui m'intéresse, ben, je ne vais pas m'embêter avec un format de fichier, avec tous les détails d'un ARN, alors qu'en fait je veux juste la séquence, donc je demande son FASTA. Voilà, ça c'est vraiment vous qui adaptez ce que vous voulez. Et là, ici, c'est carrément différent. Là, vous interrogez la base de données. C'est carrément encore plus cool. C'est-à-dire, vous demandez tous les ARN qui ont une taille de 2014. Tous les ARN qui ont une taille au moins de 200 KB. Tous les ARN qui ont au plus 10. Vous pouvez encadrer, etc., etc. Et vous pouvez même faire des recherches. Alors, ils améliorent énormément ça. Vous imaginez, vous pouvez combiner plein de choses, hein. C'est l'équivalent de vos formulaires de recherche que vous avez en version à remplir par l'être humain. Mais sauf que vous ne pouvez pas automatiser quand c'est rempli par l'être humain. Enfin, bon, il y a des moyens de faire remplir automatiquement des formulaires qui sont destinés à être remplis par des êtres humains, mais c'est super pédestre, c'est vraiment pas pratique. Le plus simple, c'est de construire une adresse qui correspond à une requête qui correspond à ce que vous demandez. Donc là, par exemple, je demande à RNA central, sur cette base de données-là, je voudrais tous les ARN qui ont au minimum 200 KB. Enfin, 200 nucléotides. Voilà. Et bim, ça c'est le genre, par exemple, de requête que vous avez. Donc j'ai eu du mal à le caser hein, dans cette dia. Mais vous verrez mieux, bon évidemment c'est pas à lire comme un bon roman, mais vous voyez un petit peu l'idée. Curl, c'est en fait une commande. Curl, c'est si vous voulez, il fait partie de la même famille que Firefox ou Google Chrome. C'est un outil qui sait contacter un serveur web, sauf que contrairement à Firefox et à Chrome qui sont destinés à se balader sur des pages web de manière interactive, lui, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il se tape en ligne de commande et il va vous afficher dans votre terminal ça, les données brutes. Lui, il ne fait aucune mise en forme. Tu m'as demandé ces données, bah tiens, les voilà, bim, et il vous les jette au visage. Donc après, c'est à vous de combiner cet outil en disant, bah écoute, l'afficher à l'écran, ça m'intéresse pas trop, parce que si tu veux que je fasse de ça, donne-les plutôt à un outil qui, lui, sait rechercher des petits motifs dans toutes ces séquences. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et genre, on pense à grep, sed, awk, enfin voilà. Donc là, j'ai fait une demande de minimum de taille 100. Bah, vous voyez, donc c'est en fait un gros fichier qui contient plusieurs entrées. Donc là, on a plusieurs, et à chaque fois, on a, alors vous avez l'identifiant ici, vous avez sa séquence, son type d'ARN, donc là, je vois que j'ai un ARN ribosomique, de Lactarius tabidus, qui vient de telle base de données, donc voilà, etc., etc., donc voilà, vous pouvez demander plein de choses.
Et ça, c'est une mise en forme dans Google Chrome. Donc, ça a été produit brut. Ça, c'est quand je tape ça dans mon terminal avec curl, bam, ça me le produit en noir et blanc brut, mais c'est normal. Si vous tapez dans un terminal, c'est que votre idée, c'est pas tellement d'exploiter ça visuellement, mais c'est plutôt de le donner à des outils. Donc c'est normal que ça ne vous peaufine pas le rendu. Par contre, dans Google Chrome, il sait vous donner un petit rendu. Google Chrome, si vous lui donnez des données au format JSON, ça ne vous fait pas une jolie page web, mais les gars qui ont conçu Google Chrome, ils ont dit bah, on peut en faire un petit lecteur de JSON, c'est-à-dire ça met un petit peu en forme. Vous voyez, entre ça et ça c'est un peu plus clair. Surtout, on a bien ce côté arborescent. Mais encore une fois, on est dans Google Chrome. Donc ça veut dire que pour analyser ça, c'est pas Google Chrome le meilleur environnement. Mais là, c'était vraiment pour vous le montrer. Donc, vous voyez, là, c'est un peu plus clair. Hein. Donc, vous avez quand même, avec ce truc, j'ai quand même récupéré 12 667 346 ARN. Hein. C'est pas rien. Là, vous avez pour avoir la page suivante, hein, parce qu'il ne met pas tout dans un seul truc. Previews, il n'y en a pas, parce que c'est la première. Et voici les débuts des résultats. Voici la fiche. Vous voyez, là, il y a le côté arborescent. Les résultats sont dans un tableau. Entre cette accolade et cette accolade, vous avez la description du premier hit. Vous avez un couple, vous avez un ensemble de couples, un attribut et sa valeur, attribut, valeur. Et puis tout d'un coup, vous voyez, parfois vous pouvez avoir des choses un peu plus arborescentes. Par exemple, Distinct Databases, c'est un tableau. Il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une base, c'est ENA, mais il y en a certains, ils ont une liste de databases. Donc vous pouvez, façon boîte Tupperware ou façon petit poupée russe, vous pouvez enfermer des données dans des données qui fournissent un aspect arborescent. Voilà. Bon, ok, ça c'était bon pour la bioinformatique. Waouh, ça m'a pris plus de temps que prévu. Bon, c'est toujours comme ça. C'est bon pour ça? Ça va? J'ai toujours des clients? Ouais, super, impeccable. Alors, je vais maintenant passer. Donc ça vous l'avez normalement, hein, puisqu'il y en a qui m'avaient. Et d'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes très attentifs, c'est bien. Il y en a qui avaient remarqué avec les diapos que certaines je les avais pas faites. Donc ça, vous l'avez normalement. Je n'ai pas besoin de vous fournir un nouveau fichier. C'est le fichier bioinfo que vous avez depuis le début. Vous avez jusqu'à cette diapo là. Donc maintenant, je vais aborder juste un petit peu, là, vite fait, parce que c'est pas très... histoire de lancer l'impulsion du nouveau cours. Donc là, les dias, vous les avez pas encore. Je vous les donnerai pas tout de suite, parce que je vais pas avancer énormément. Je vais attendre, vous les aurez à l'issue du cours suivant. Je vous rappelle que je ferai un sondage, enfin, je vous ferai un studs dans pas longtemps pour rattraper une séance, j'ai besoin juste d'une séance pour rattraper ce qu'on m'a volé, entre guillemets, il y a quelques temps. Voilà. Donc maintenant, je vais parler beaucoup plus des aspects moléculaires, cellulaires et génétiques. Alors évidemment, il y aura quand même de la structure dedans, hein, parce que je peux pas... parce que le point fort de ce cours... c'est pour ça qu'il est là, c'est de vous rappeler constamment qu'il y a ce lien entre structure et fonction. Voilà. Donc, je profite de ça pour vous rappeler un petit peu quelques livres que vous pourriez utiliser pour en savoir plus, qui sont dédiés totalement à l'ARN. Vous avez ici le manuel du laboratoire de toutes les approches ARN. Donc en labo, il y a un truc qui s'appelle le Magnatis. C'est un bouquin qui est très utilisé où vous avez toutes les approches expérimentales classiques. Mais ce bouquin, lui, c'est l'équivalent, mais sur tout ce qui est lié à l'ARN. Alors, c'est des bouquins qui sont assez chers, hein, mais bon, je vous les signale quand même. Là, vous êtes en M1, M2. Donc en principe, vous allez ou vous avez accès à des labos qui ont potentiellement ces livres-là.
Donc voilà. RNA Worlds est très intéressant. Donc c'est un bouquin qui est édité, remis à jour régulièrement par le Cold Spring Harbor. Donc c'est un bouquin où il y a... Excusez-moi. Ouais. Il est encore français sur le cours d'avant. Ah, alors attendez. Ah, c'est possible qu'effectivement... Alors attendez, ouais. C'est possible que du coup, Discord... Alors attendez, je vais repartager l'écran. Ouais, parce que je pense que je partageais la fenêtre, c'est pour ça. Merci. Je vais le refaire. Hop. Et je vais prendre celui-ci. Voilà. Vous l'avez là? Oui, c'est Voilà, là ça devrait être bon. Ça défile bien si je fais comme ça? oui. Ouais, ok, super. Merci pour l'info. Donc je disais donc que donc là vous avez quelques livres. Donc vous avez le RNA Laboratory Manual qui est vachement intéressant parce que ce sont toutes les techniques liées par rapport à l'étude des ARN, que ce soit de manière structurale, que ce soit la caractérisation de l'expression d'ARN dans les cellules, enfin tout ce qui est lié à l'ARN. Hein. Maintenant l'ARN est tellement, il y a des techniques tellement propre à l'ARN et à ses particularités que ça justifie un bouquin dédié. C'est vachement intéressant parce que bon, il y a des aspects très pratiques, mais à côté de ça, il y a aussi les avantages et les inconvénients de ces différentes approches. Donc c'est ça qui peut vous intéresser. Donc je disais, dans les laboratoires dans lesquels vous faites vos stages, vous avez sans doute ça, et s'ils l'ont pas, bah, encouragez-les à les prendre. Celui-là, je l'avais, il est vachement intéressant. RNA Worlds, donc ça c'est un bouquin qui est édité par un laboratoire qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle le Cold Spring Harbor, donc c'est aussi une maison d'édition. Ils font des bouquins, encore une fois, pas très donnés, mais c'est pas des bouquins que vous pourriez avoir à titre personnel, hein. C'est des bouquins qui sont hors de prix parce qu'ils sont à petit tirage, très spécialisés. Mais vous les avez soit dans les bibliothèques des instituts où vous allez, sinon essayez de voir aussi vous pouvez demander à la bibliothèque. Peut-être qu'ils les ont, ou sinon on peut essayer de voir si beaucoup d'étudiants sont intéressés, ils les commandent à ce moment-là. Juste pour vous faire un ordre, je pense qu'un bouquin comme ça, c'est dans les genre 200 balles, hein. C'est 200 € facilement. Hein. Donc c'est des bouquins très chers. Donc RNA World, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au départ il s'appelait RNA World sans S. Et maintenant c'est RNA Worlds parce qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs mondes ARN. Et c'est un bouquin qui a pris énormément d'ampleur avec tous les nouveaux rôles qu'on connaît maintenant de l'ARN et toute l'importance que prend ces ARN mis en évidence par ces nouvelles approches qui sont d'une spécificité, d'une sensibilité très, très forte. Alors c'est un bouquin qui se découpe en chapitres. Et en fait, ce sont des spécialistes de chaque famille structurale des labos, de chaque famille d'ARN. Donc, ils ne peuvent pas tout faire. C'est surtout, par exemple, vous allez trouver un chapitre sur CRISPR-Cas9, vous allez trouver un chapitre sur la télomérase, vous allez trouver un chapitre sur l'ARN-ASP. Et c'est un spécialiste de ce domaine qui décrit l'état de l'art. Donc c'est des espèces de revues faites par des spécialistes des domaines. Donc c'est pas vraiment un bouquin style comment dirais-je, genre la cellule qui est fait vraiment. C'est plus de la revue en anglais, mais très bien illustré et tout et tout. Là, vous avez encore un handbook sur tout ce qui est les approches, la biochimie de l'ARN, là aussi. Et puis là, ça c'est un roman. Enfin, c'est un roman. C'est un format roman. C'est une histoire. Donc, ça vous décrit comment on a découvert que l'ARN était un ribosyme et a pris l'importance qu'on connaît maintenant. Et que c'est peut-être la molécule qui a donné naissance, enfin que c'était la première macromolécule qui a donné naissance aux organismes qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça fait pas mal écho à ce que je vais un petit peu, enfin c'est plutôt à ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce cours-là, où je vous montre un petit peu comment la RNAsP, comment les introns autocatalytiques et le ribosome ont contribué à conforter l'hypothèse du RNA World. Voilà, donc c'est sympa. Encore une fois, celui-là, il est bon, c'est un peu plus donné, mais c'est une histoire en anglais, donc c'est pas mal. Voilà. Alors, je vais juste peut-être faire un zoom un peu plus. Normalement, je peux adapter affichage. Bam, bam, bam. Alors, pas ça. Hop, on va adapter à la fenêtre et je vais dégager ça. Voilà, ça c'est mieux.
Alors, il y a certaines captures qui sont pas toutes récentes, hein, parce que j'ai pas forcément voulu refaire tout le truc, mais le message est toujours le même. Donc, en introduction de ce cours, bah, ce que je voulais vous montrer, c'est l'importance euh, qu'a pris le domaine des ARN non codants. Et un bon moyen de faire ça, c'était de vous montrer l'envolée des publications. C'est à partir du moment où quelque chose est très intéressant, il y a beaucoup de laboratoires qui se mettent dessus. Et quand on regarde ça, alors j'ai un petit peu c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas refait cette partie. Il faudrait que je m'y penche un peu plus, mais j'ai eu plus de mal à retrouver dans les dernières versions de PubMed au NCBI cet outil là où vous pouvez classer sous forme d'histogramme. Vous pouvez même récupérer les données d'ailleurs. Hein. Petite parenthèse, download CSV. CSV, c'est un des formats dont je pense j'ai déjà parlé avec vous, le Comma Separated Values. Et en fait, j'avais utilisé ça pour faire ces diapos. C'est vachement intéressant parce qu'on voit l'évolution du volume de publication par rapport à notre critère de recherche. Donc si je fais non-coding RNA, donc là je m'étais arrêté à 2014, hein, il faudrait que je rafraîchisse un peu plus, mais le message reste toujours vrai. Donc ça c'est par exemple donc, pour protéines. Donc voilà l'augmentation assez exponentielle, mais quand même assez régulière par rapport à ce qu'on voit. Et voici ce que l'on a pour RNA. Alors ce qui est intéressant pour RNA, c'est qu'on voit, j'ai voulu vous remettre là-dedans les différentes grandes étapes dans l'évolution des paradigmes du monde des ARN. Donc à cette période-là, vous avez la découverte de la structure secondaire en feuille de trèfle de l'ARNT. Donc vous savez sans doute que ça a démarré, cette compréhension, ça a démarré quand on a commencé à savoir séquencer les ARN. Alors au début, c'était les ARNT. Et quand on avait un premier ARNT, il y avait plusieurs structures secondaires qui étaient possibles. Et parmi celles-là, la feuille de trèfle. Et quand on a eu un deuxième ARNT, donc il a fallu attendre une deuxième séquence ARN, et là c'est exactement ce que je vous détaillais, le même concept qu'avec les histoires d'approche comparative en bioinformatique, c'est que puisque ces deux ARN sont des ARNT, puisqu'ils jouent le même rôle biologique, puisqu'ils sont censés rencontrer les mêmes partenaires, c'est que quelque part, ils doivent se replier dans une structure qui est quand même assez commune. Donc, lorsque l'on avait une deuxième séquence d'ARNT, la seule structure secondaire possible, commune entre ces deux, c'était la feuille de trèfle. Donc, c'est une deuxième séquence d'ARNT qui a permis de vérifier, enfin de conforter que c'était... de trouver que c'était la feuille de trèfle qui était la structure secondaire. Après sont arrivées les structures 3D. Donc ça a commencé à venir les conditions expérimentales pour obtenir des structures tridimensionnelles. Et autour de ces années-là, on a la structure 3D de l'ARNT sur laquelle était construite la structure sur laquelle repose la structure secondaire. Enfin, la structure 3D repose sur la structure secondaire. Puisque vous savez, je vous l'ai dit, la structure secondaire, plan, se replie. Dans une structure tertiaire, si la structure secondaire est fausse, la 3D sera fausse aussi. Autour de ces années-là, on commence à avoir les concepts de ribosyme. Ça, j'y reviendrai. C'est-à-dire que des laboratoires, alors c'est assez marrant parce que c'est toujours rigolo, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, la communication, quand un laboratoire trouve quelque chose ou est pas loin de trouver quelque chose, ça commence à se savoir. Puis il y a un deuxième labo qui fonce ou alors qui était en train de chercher à peu près dans le même domaine et puis qui bute ou qui a un peu du mal et puis ça le débloque de savoir que tel labo a utilisé telle approche. Puis ce que je veux vous dire par là, c'est que très souvent on voit plusieurs labos qui dans la même année sortent des résultats équivalents. Donc il y a un burst tout d'un coup d'un certain paradigme. Et là, autour de ces années-là, il y a eu un burst de publications qui confortaient le fait que les ARN, certains ARN, avaient des propriétés catalytiques, enfin des propriétés d'enzymes. D'où est venu le terme de ribosyme. Et donc, vous allez voir, c'est l'ARN-ASP, les introns autocatalytiques. Donc, de manière non surprenante, c'est des ARN que l'on pouvait obtenir très facilement. C'était des ARN que l'on avait sur des modèles ARN qui se prêtaient bien à l'expérimentation. Mais le terme de ribosyme, évidemment, est étendu à beaucoup plus d'ARN que ceux qui étaient
qui ont permis d'asseoir cette hypothèse, et notamment beaucoup plus tard, on s'est rendu compte, lorsque l'on a obtenu la structure 3D des ribosomes, qu'un ribosome était aussi un ribozyme. Donc l'usine à protéines, la fonction catalytique, la synthèse des protéines est assurée par les ARN. Et ça, en fait, on s'en est rendu compte à partir du moment où il a fallu attendre toutes les innovations en matière de biologie structurale pour pouvoir cristalliser des structures au niveau atomique de taille de 2000 nucléotides. Et pour ça, il a fallu attendre un certain nombre d'années. Parce que c'est la visualisation de ces structures, le fait de voir que sur le site catalytique, là où se fait la liaison peptidique, il n'y a aucune protéine à moins de X angstrom, il n'y a que de l'ARN. C'est ça qui a confirmé que le ribosome était un ribozyme. Au lieu que ici, à cette époque-là, c'est d'autres expériences qui ont permis d'arriver à ce genre de conclusion. Après ici, dans cette période-là, vous avez, à partir du moment où on a la découverte des ribozymes, les ribozymes que l'on a ne permettent, qui sont arrivés jusqu'à nous, et en tout cas ceux que l'on réussit à étudier en laboratoire, ne permettent de catalyser que certaines réactions chimiques, qui ne sont pas suffisantes pour, par exemple, il n'y a pas d'activité de polymérase. On n'a pas de ribozyme naturel qui fait de la polymérase à cette époque-là. Donc on se dit, si effectivement l'ARN était la première macromolécule biologique qui portait à la fois l'information et qui avait la capacité de catalyse, il fallait nécessairement que l'ARN soit capable de s'autorépliquer. Donc il y a des gens qui... des laboratoires se sont focalisés sur la conception de nouveaux ARN catalytiques dans deux buts. Un, prouver qu'un ARN était bien capable de réaliser des catalyses qui étaient nécessaires si l'ARN était bien à l'origine des processus biologiques que l'on connaît aujourd'hui. Et d'autre part, pour avoir des molécules qui permettaient de faire des synthèses, des catalyses avec un intérêt derrière. Vous verrez par exemple que les ribozymes, par exemple, peuvent être des molécules avec un intérêt thérapeutique. Et il y a, et ça intéressera en les chimies bio, vous avez par exemple des ARN, des ribozymes qui ont été créés en laboratoire et qui catalysent des réactions chimiques connues qui ont un intérêt industriel et qui les catalysent et qui permettent d'augmenter l'efficacité de la synthèse chimique en présence de ce ribozyme. Voilà. Donc une période, encore aujourd'hui, on continue, là j'ai vu récemment, je vous en parlerai, encore récemment, il y a de nouveaux ribozymes qui viennent d'être synthétisés, donc c'est un domaine qui a commencé à émerger ici, puisqu'on a pris conscience de la capacité de l'ARN à synthétiser, à catalyser des réactions. Ici, vous avez le boom énorme dans les années 2000 de l'obtention des ribosomes complets à structure atomique, donc ça c'était un boom énorme, avec un prix Nobel derrière, comme pour les ribozymes d'ailleurs. Ici arrive, vous avez une envolée, et vous allez voir que cette envolée en fait est encore plus importante, non pas si vous tapez RNA tout simple, mais si vous tapez non-coding RNA. Parce que si vous tapez non-coding RNA et que vous comparez ces deux-là, vous allez vous rendre compte que alors que pour RNA, on voit qu'il y a une envolée, regardez, si je vous montre, c'est plutôt linéaire comme ça en ce qui concerne les protéines, c'est régulier. Par contre, pour tout ce qui est ARN, c'est un peu tranquille ici, et puis là, waouh, ça commence à s'envoler avec ici une envolée comme par hasard quand c'est ribozyme, quand on voit que les ARN, mais les ARN, c'est pas juste des petits reliquats bien gentils dont le seul but c'est de synthétiser des protéines, ils sont complètement dévoués aux protéines, ils sont en tâche de fond des protéines, il n'y a que les protéines qui sont importantes, les ARN peuvent faire des catalyses, on peut même en faire des nouveaux, envolées importantes, et envolées encore plus spectaculaires, eh bien, c'est quand il commence à y avoir une mise au point et une démocratisation au sein des laboratoires des méthodes de transcriptomique.
notamment les tiling arrays, donc ce qu'on appelle donc les puces, et surtout les RNA-seq, c'est-à-dire, enfin le RNA-seq étant une application possible du New Generation Sequencing, en tout cas les séquençages à haut débit, et là ça explose totalement, et là le non-coding RNA devient vraiment quelque chose avec cette fois c'est exponentiel, et vous avez un intérêt vraiment très important par rapport à ça. Voilà. Alors, dans cette introduction, je profitais pour... mais ça, je ne reviens pas dessus, puisque je l'ai largement fait en long, en large et en travers sur l'introduction à la structure. Donc, je rappelais juste, parce qu'à l'époque, il y a plusieurs années, au début de ce cours, je démarrais avec cette intro. Donc, je rappelais juste, en montrant le petit film, le passage 1D, 2D, 3D. Mais pour vous, c'est carrément superflu, parce que vous êtes des demi-dieux de tout ça maintenant, voire même des dieux, vu les notes. Et donc, j'arrêterai pour aujourd'hui. Je démarrerai la semaine prochaine à l'explication, vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé, comment on a étudié certaines molécules en particulier qui ont posé les bases de notre compréhension de l'ARN, de la structure et de sa capacité à être un enzyme, ce qu'on appelait le RNA World, pour arriver à, donc ça c'est un monde tout ARN, et au monde d'aujourd'hui, ou qui est un monde ARN partout, peut-être un petit peu trop, parce que les techniques sont trop sensibles, et ça, ce sera la deuxième grande partie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je ne vais pas démarrer quelque chose de nouveau. Le PDF, RNA World, ah d'accord, ok, ça marche, pas mal, nickel. Je vois qu'il y a des gens qui sont bien renseignés, c'est cool. Ok, je n'ai rien vu, bon, j'arrête là. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout va bien ? Ouais ? Ça va. Ok, super. Bon, alors vous aurez donc la vidéo des dia, vous l'aurez cette semaine. Par contre, les dia, comme j'ai démarré que quelques-unes, enfin je veux dire, la partie bioinformatique, vous l'avez de toute façon, et ça représente les 3/4 de la vidéo d'aujourd'hui. Et le petit morceau sur l'introduction, je ne vous donne pas les dia tout de suite, j'attends d'avancer un petit peu. Voilà. Si c'est tout, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, et à la semaine prochaine, et puis il y aura un petit Stutz qui va se pointer dans pas longtemps. Ciao!